Notre prochaine invitée, c'est Mme Nancy Gauvin, qui est présidente du syndicat des enseignants et enseignantes de la Côte-du-Sud. Nancy, bonjour. Bonjour, Monsieur Michel. Je peux me permettre le Michel? Ah, ben là, moi, je vous ai appelé Nancy. C'est bien parfait. Mais je vais vous dire vous. Bon, moi aussi. Nancy, d'abord, bienvenue chez nous pour cette nouvelle année là, qui débute. Là. Ça fait quelques jours que les enseignants et enseignantes sont rentrés au travail pour accueillir les étudiants. Ben oui. Comment ça se passe cette année, le retour, Nancy? Un retour, ma foi, qui était anxiogène, je pense, pour la plupart de nos membres. À la fin de l'année scolaire, on a eu j'appellerais pas ça une belle surprise, mais on va appeler ça un cataclysme de Oui. On dira pas le mot coupure, parce que c'est pas des coupures, des compressions, paraît-il, mais on a eu des efforts budgétaires à fournir. Les gens ont eu peur. Il y a eu des pertes d'emploi au niveau du centre de services scolaires qui ont été faites, au niveau du personnel de soutien puis professionnel. Pour expliquer vite, c'est qu'au niveau des enseignants, c'est conventionné, les tâches. Je veux pas, le nombre d'élèves donne le nombre d'enseignants. On comprend aussi. On comprend ça. Oui. On est capable aussi de grossir un peu des groupes aussi. Où est-ce que ça vient toucher peut-être la tâche des enseignants? C'est les mesures qui ont un lien avec l'enseignement ressources. Ça, le gouvernement, en fin d'année scolaire, a dit non, je donne le strict minimum là-dessus. Puis les écoles, étant donné qu'on leur demandait des efforts budgétaires, ils n'ont pas investi des sommes supplémentaires comme ils le faisaient par les années précédentes. Je donne un exemple. Enseignement ressources, généralement, on en donne en français, anglais et mathématiques. Là, il y a des écoles où est-ce qu'on en a donné seulement qu'en français et en maths, laissant tomber au passage une matière qui est quand même à sanction au niveau ministériel. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que les gens sont partis avec leur sac à dos à la fin juin avec beaucoup d'inquiétudes, à savoir qu'est-ce qui va se passer pour les activités parascolaires au retour à la rentrée. Est-ce qu'on va avoir toute l'aide nécessaire pour aider nos élèves? Ça a pris du mouvement citoyen pour servir de bord, le mouvement Uni pour l'école notamment, mais toutes les organisations syndicales, on va le dire quand même, mais avec des groupes communautaires aussi qui ont fait des pressions pour que le gouvernement change d'idée. Puis là est arrivé tout le jeu de vocabulaire entre réinvestissement, mais abolition de coupure et de compression. On joue sur les définitions, mais il manque au total quand même 85 millions là, dans ce qui a été compressé, qui va être réinvesti parce qu'en ce moment, les enveloppes ne sont toujours pas dans les centres de services scolaires. On leur donne un chèque, non pas en blanc, comme dirait M. Drainville, il faut donner les conditions, mais on leur dit de dépenser les sommes, qu'ils vont avoir des redditions de comptes à faire pour la fin octobre, mais ils n'ont pas de garantie. Fait que je les comprends d'être frileux, les centres de services scolaires, puis de dire on remet tout en place. On ne le sait pas avec ce gouvernement-là, qu'est-ce qui va arriver demain matin. On change-tu d'idée? On recoupe-tu? On compresse ça encore une fois? L'improvisation là, du gouvernement de la CAQ, là, c'est malheureusement, très fatigant dans le milieu. Ça veut dire quoi au juste? Pour bien comprendre, là, oui. Parce que là, ce qu'on comprend, parce que on entendait, là, justement, je pense qu'en début de semaine, bon, il y avait un manque d'enseignants et enseignantes partout au Québec, quand même criant. Oui. Vous m'avez dit que ici, sur la Côte-du-Sud, c'est 98% des postes qui sont comblés. Oui. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous, pour votre syndicat. C'est une très bonne nouvelle pour notre syndicat en début d'année scolaire. Et là, je veux pas faire l'oiseau de malheur, mais il arrive quand même des congés de maladie, des grossesses en cours d'année scolaire. Puis présentement, nos listes sont très amenues, sont très rudimentaires. Il reste plus grand monde dessus. Puis en plus... Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que... bon, on sait que dans le temps, être professeur, là, c'était la vocation, là, c'était... Oui. C'est plus ça, je pense. Bien, c'est encore ça qui anime les gens qui sont sur le terrain. Quand on fait le choix de ce métier-là, c'est les gens qui s'en vont, les jeunes qui s'en vont à l'école, qui vont à l'université, pas ceux qui vont choisir d'être enseignants avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Est-ce que vous le sentez, ça? Oui. Bien, on a vraiment un changement de mentalité auprès de nos jeunes enseignants. Ils prônent beaucoup la qualité de vie. C'est important pour eux aussi d'avoir du temps. Fait que les tâches pleines, les contrats à temps plein, c'est populaire, oui, mais les jeunes courent moins après la permanence qu'à mon époque, il y a 20 ans, où est-ce qu'on voulait absolument avoir un poste. Là, ce qui est offert des fois, c'est des tâches, c'est des remplacements. On choisit les meilleures conditions, on va être le plus près de chez soi. Ils ont des enfants aussi, ces gens-là. Là. On avait beaucoup de belles bedaines au bassin d'affectation. Fait que c'est sûr qu'on va avoir des gens à remplacer cet automne, puis là, c'est ça qui va être criant, qu'on n'aura pas nécessairement
tout le monde qu'il faut pour les remplacer. En tout cas, j'ose espérer que nos banques de suppléants vont se gonfler rapidement quand même. Mais j'ai de la difficulté à comprendre. On a une pénurie de main-d'œuvre actuellement. Et là, on pourrait avoir des jeunes qui puissent prendre la relève, mais vous me dites que c'est pas ça. Bien, je vous donne un bel exemple. On a des étudiants, présentement, qui ont fait le choix d'aller dans des programmes liés avec l'éducation. Le gouvernement de M. Drainville a coupé les bourses perspectives, des bourses éducatives qui permettaient aux gens de se diriger dans les programmes où est-ce qu'il y a un besoin criant, notamment en éducation. Les bourses perspectives, ils ont été coupées le printemps dernier. Donc, présentement, moi, je sais, j'ai une membre qui était étudiante, qui travaillait aussi pour nous au centre de services scolaires, puis qui, là, a mis une pause sur son temps d'études, va probablement se rediriger dans d'autres choses parce que elle a une famille, c'était pas son premier emploi, c'est un retour aux études. On donne pas de conditions gagnantes non plus à nos gens là, pour qu'ils puissent aller se former. C'est un manque de vision comme bien d'autres choses. Trouver les moyens faciles, comme on dit. Bon, on va essayer de rester positif. Ouais. Quand même, hein. On a plein de monde. Tu sais, nos écoles sont prêtes, sont belles, nos gens sont là, sont présents. Puis malgré tout le brouhaha qu'on a eu à la fin juin, ben les gens ont débuté l'année scolaire sur le bon pied. Les élèves qui ont eu à vivre avec la nouvelle politique sur le cellulaire depuis déjà là, c'est la deuxième journée. C'est là que je voulais vous emmener, justement. Parlons-en de ça. Parce que là, maintenant, c'est que il n'y a plus de cellulaire à partir du moment où on entre à l'école. Oui. Il n'y a plus de cellulaire à l'école. Bon, résumons le tout. Aussi, à partir du mois de janvier, ça va être le vouvoiement. Oui. Et après ça, ça va être d'appeler des professeurs et enseignants, madame ou monsieur. Oui. Et aussi, ben, je voyais que dans la région de Sherbrooke, et aussi dans la région de Longueuil, que même les professeurs, les centres de services scolaires demandent aux professeurs de donner l'exemple, puis le cellulaire en dehors de l'école. Est-ce qu'on va voir ça ici? Ben, je vous dirais qu'on... Vous comme président du syndicat... on n'en a pas encore entendu parler chez nous. C'est sûr que c'est dans l'air. Mais moi, je fais appel au gros bon sens. Puis je vais vous parler peut-être d'une politique qui remonte un petit peu, mais vous allez faire le parallèle. Quand est venu le virage pour les saines habitudes de vie à l'école, la saine alimentation, on se souvient de cette politique-là il y a plusieurs années, on avait demandé, évidemment, aux enseignants de faire un effort. Hein. Si vous apportez votre lunch, vous aussi, on mangera pas du poulet frit devant les élèves. Quand on demande, on n'en offre pas à la cafétéria, etc. Bon. Mais c'est un peu le même principe avec les cellulaires. Je pense que nos enseignants ont suffisamment de bon sens et de jugement pour faire en sorte de ne pas se promener avec le cellulaire à la main dans les aires communs. Mais on comprend aussi, là. Ça serait peut-être vu un peu comme de la provocation. Ça serait vu comme de la provocation. Effectivement. Je vais le dire au conditionnel. Oui. Effectivement. Puis d'un autre côté, on a quand même des plateformes comme Teams, comme le fameux, je dirais, oh mon Dieu, je vais dire ce mot-là, le fameux Clic École, qui ne sera pas déployé cet automne, mais qui devrait être déployé incessamment. Qu'est-ce que c'est que c'est le Clic École? Ah, ben, j'ose espérer que ce ne sera pas pareil comme Clic Santé, puis ça clique, puis tout ce qui clique pas, finalement. Donc, le Clic École, ce serait une plateforme de communication unique là, avec les parents. Instantané, rejoindre sur les cellulaires. Fait que là, on demande aux enseignants de l'avoir, de l'utiliser, mais au bon moment. C'est sûr que pendant qu'on enseigne, avoir le cellulaire à la main, ben c'est non. Dans les aires communes, pendant les activités parascolaires. Donc, vous l'avez demandé à vos membres? On ne l'a pas demandé, mais c'est du gros bon sens. Okay. C'est du gros bon sens. Est-ce que, parce que justement, là, avec le vouvoiement, est-ce que vous êtes en accord, vous, président du syndicat? Ben est-ce que, moi, je suis allé à l'école, c'est sûr que j'ai un certain âge ou un âge certain, mais là, dans le temps, on vous voyait nos professeurs. Oui. Puis c'était comme ça, puis on n'était pas plus malheureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec ces nouvelles règles-là? J'ai débuté ma carrière il y a 21 ans en enseignement en Côte-du-Sud, puis le vouvoiement était obligatoire à Saint-Paul-de-Montmagny à l'école secondaire. Puis j'ai vécu avec la règle, les élèves vivaient avec la règle, puis ça n'a pas fait de branle-bas de combat. Nos membres exigeaient beaucoup plus de respect dans nos consultations, ce qu'on a fait. Là. Ce qu'on voit, évidemment, c'est un manque. Tu sais, la violence à l'école, on en a parlé ensemble l'année dernière. Bon,
Est-ce que le vouvoiement va tout régler? Non, c'est un outil parmi tant d'autres pour instaurer un respect. Un respect qui est à double sens, hein? Autant l'élève vers l'adulte que l'adulte aussi vers le jeune, vers nos jeunes adultes aussi. Moi, le vouvoiement, je suis pas totalement contre. Est-ce que ça pouvait demeurer au niveau de la gestion à l'interne puis une décision d'équipe école? Probablement. On a un gouvernement qui est très en micro-gestion, hein, qui lance beaucoup de politiques, mais peu de moyens pour les appliquer, et qui surveille tout, mais qui veut gérer tout. Puis, on passe quand même d'un ère où on donnait beaucoup de latitude aux écoles, puis qu'on voulait représenter nos milieux, puis répondre aux besoins vraiment des gens les plus près de nous, plutôt que ce soit la structure en haut qui y réponde. Et qu'on est un peu dans une zone un peu étrange. Hein. On reçoit des commandes d'en haut que les milieux adhèrent moins, sont pas... C'est pas facile. C'est pas facile. On pourrait appeler ça une période de transition. Ouais. Est-ce que c'est ça? Ben, c'est surtout une période où on manque d'une vision globale. Puis en éducation, je pense que le gouvernement, c'est important quand il prend des décisions, de s'asseoir, de parler avec les milieux, d'écouter, pas juste parler, écouter, prendre le pouls, puis rendre ces décisions-là dans les bons moments. Le revirement de M. Drainville, là, avec le mouvement citoyen de cet été pour les compressions budgétaires, de dire « Ah, finalement, j'ai été à l'écoute des milieux et on m'a dit de réinjecter de l'argent. » J'ai pas envie de le faire avant. Mais M. Drainville disait que c'est 7% d'augmentation à chaque année le secteur de l'éducation. C'est beaucoup d'argent. On sait que la santé et l'éducation, ce sont les principaux, postes de dépenses du gouvernement. 7%, c'est beaucoup. Oui, mais je vous donnerai quand même pas un cours de mathématiques 101 ce matin. Moi, j'étais formée en français, mais je peux vous dire qu'avec l'inflation, les augmentations de salaire, les augmentations du coût du système sont 7%. Nous, on est plus près d'un 0,8% de réinvestissement là, pour la majoration. On s'entend pas sur les chiffres. On se un cours de mathématiques. On se reverra pour ça. C'est ça. Nancy, c'est déjà terminé, mais hey, ça me fait plaisir. Si on résume, oui. Comment voyez-vous la prochaine année scolaire 2025-2026? Ben moi, j'ai pleine confiance en mes gens sur le terrain, puis j'ai pleine confiance aussi à nos élèves qui vont s'adapter, qui vont être en période de transition avec les nouvelles règles, puis qui vont embarquer dans le moule. Il y a toujours des gens qui résistent au changement, mais au final, tout, là, c'est pour le bien de tous, puis de mettre la réussite, tous les moyens qu'on peut mettre en place pour la réussite de nos élèves, puis on va les appuyer là-dedans. Autant nos enseignants que nos élèves. Madame Gauvin, vous serez toujours la bienvenue chez nous. Bien, ça me fait plaisir. Venir nous parler de ce qui se passe par rapport à nos écoles. D'ailleurs, Madame Desjean, j'ai lancé une invitation que j'attends toujours la réponse. Alors, Madame Desjean, qui est directrice générale du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, l'invitation est lancée, on l'attend. Bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça me fait plaisir, comme toujours. Nancy Gauvin, présidente du syndicat des enseignants et enseignantes de la Côte-du-Sud, ça complète.